Pendant la Seconde Guerre mondiale, un vaste réseau d'abris souterrains a été mis en place dans le plus grand secret, sous les pavés de Londres. Cet univers aujourd'hui oublié était destiné à mettre un certain nombre de personnalités hors de portée des raids nocturnes menés par l'aviation nazie. Véritable labyrinthe des profondeurs, il a servi de refuge aux pires heures du conflit au gouvernement britannique, et notamment au Premier ministre de l'époque, Winston Churchill. C'est l'endroit le plus dangereux de la planète, le plus exposé. Et Churchill se trouve lui-même au centre du champ de bataille, en première ligne. Cette cité secrète a également abrité le général américain Dwight Eisenhower. Mais c'est à peu près tout ce qui a été révélé au grand public. Il s'agit d'une entreprise colossale, sans précédent dans l'histoire de la guerre. Une entreprise qui a été menée à bien sans même que les gens qui vivaient à la surface s'en rendent compte. Nous allons aujourd'hui plonger dans ce monde souterrain pour tenter de le faire revivre. Grâce aux techniques d'imagerie informatique les plus modernes, nous allons pouvoir reconstituer, strate par strate, une étrange ville cachée et révéler au passage quelques secrets de guerre que le commun des mortels était censé ne jamais connaître. Londres est l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Peu de gens savent pourtant qu'un monde clandestin se cache dans son sous-sol. Construit pendant la Seconde Guerre mondiale pour abriter Winston Churchill et Dwight Eisenhower, cette citadelle souterraine puise en effet ses origines dans un conflit antérieur. Pendant la Première Guerre mondiale, Londres avait été attaquée à de nombreuses reprises par des zeppelins et des bombardiers Gotha qui avaient largué leurs bombes sur des objectifs civils. Cela avait traumatisé les Britanniques, qui avaient conservé une peur obsessionnelle des bombardements aériens et des ravages qu'ils pouvaient causer. La montée du nazisme en Allemagne allait raviver cette peur. Dans les années 1920, Churchill pensait que la guerre était devenue impossible. Mais lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, il a compris qu'un conflit devenait inévitable. Il a senti que la bête hideuse avait redressé la tête en Allemagne. Il a très bien compris de quoi Hitler était capable. Et il était en particulier bien conscient de la menace que la Luftwaffe faisait peser sur la Grande-Bretagne. La politique étrangère agressive menée par Hitler ne tarda pas à susciter une véritable paranoïa à Londres. Les Britanniques étaient persuadés qu'une nouvelle guerre se traduirait par des bombardements aériens et des attaques au gaz toxique sur leur capitale. Londres avait besoin d'abris à l'épreuve des bombes et des armes chimiques. Or, nul ne savait à l'époque construire de telles installations. Ingénieurs et architectes civils furent sollicités pour tenter de trouver une parade. Au début de la guerre, la recherche en matière de construction d'abris anti-bombardement en était vraiment à ses tout premiers balbutiements. L'une des grandes questions était de savoir s'il fallait construire sous terre ou en surface. Il est intéressant de noter qu'à l'époque, les Allemands ont commencé par concevoir de très grands abris, puissamment fortifiés au-dessus du sol. Marqués par l'expérience des tranchées de la Première Guerre mondiale, les ingénieurs britanniques décidèrent de travailler sur des structures enterrées. Leurs premiers projets sont très bien illustrés dans cette série de dessins réunis par Ove Arup, le plus grand ingénieur de l'époque. À partir d'une simple tranchée à ciel ouvert, on constate une évolution vers des structures de plus en plus profondes et élaborées. Murs et plafonds renforcés sont progressivement mis en place dans des abris destinés à accueillir de nombreux occupants. Mais tout le monde n'est pas prêt à descendre sous terre. Churchill n'aimait pas l'idée d'avoir à se cacher sous terre. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, c'était une idée qu'il avait trouvée méprisable. Pour lui, c'était quelque chose d'un peu lâche. Un abri souterrain était un endroit où on se planquait quand on avait la trouille. La première planque qui lui avait été proposée avait pour nom de code Paddock. Le projet Paddock avait été piloté par Norman Hollis, le secrétaire du comité de défense impériale. Celui-ci avait été chargé en 1938 de trouver un endroit où les membres du gouvernement seraient à l'abri d'éventuels bombardements ou d'attaques à l'arme chimique. Après avoir passé au crible tous les sous-sols, tous les tunnels et toutes les stations de métro désaffectées de Londres, il avait finalement jeté son dévolu sur un pâté de maisons situé en banlieue, à environ 6 km du Parlement.
Le centre de recherche de la Poste constituait une façade idéale pour abriter ces installations secrètes. Mais les bâtiments existants étaient trop petits pour des travaux de fortification. En février 1939, Hollis fait construire sous la cour un bunker de 50 pièces. Les terrassiers creusèrent jusqu'à 12 mètres de profondeur. Puis une structure sur 2 niveaux fut mise en place. Fondation, murs et plafond étaient en béton armé. Le trou restant fut ensuite remblayé, puis l'ensemble fut surmonté de nouveaux bâtiments civils d'aspect bien innocent. Paddock fut longtemps l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Perdu en pleine banlieue pavillonnaire, le site fut finalement redécouvert par un groupe de détectives amateurs. L'abri nous ouvre ses portes une 60aine d'années après avoir été muré sur ordre du gouvernement britannique. Nous sommes au QG de guerre du gouvernement. C'est ici que les ministres étaient censés se réfugier en cas d'attaque sur le centre de Londres. Ces locaux ont été conçus pour résister à l'explosion de la bombe la plus puissante dont disposaient à l'époque les Allemands. Nous descendons actuellement au premier niveau du bunker, qui se trouve à environ 5 mètres de profondeur. Nous entrons maintenant dans un sas destiné à bloquer d'éventuels gaz toxiques. La pression atmosphérique était plus élevée à l'intérieur de l'abri qu'à l'extérieur. Ainsi, lorsque quelqu'un pénétrait dans le sas, celui-ci était verrouillé, le temps de permettre à l'air sous pression de chasser les gaz qui auraient pu y entrer. Le nouvel arrivant pouvait ensuite être admis sans danger dans le bunker. Les gaz toxiques constituaient une menace prise très au sérieux par le gouvernement britannique. Des millions de masques à gaz ont été fabriqués à l'époque. Au début de la guerre, environ 85% de la population se promenait dans la rue avec un masque à gaz. Les gens avaient vraiment peur. Malgré ses dimensions impressionnantes, cet abri ne pouvait accueillir que 200 personnes. Paddock fut construit dans le secret le plus complet. Les travaux se déroulèrent essentiellement de nuit, derrière des filets de camouflage. La terre extraite lors du creusement du site aurait été évacuée à bord de fourgons censés transporter du pain. Les riverains savaient en outre qu'il valait mieux pour eux ne pas poser de questions s'ils ne voulaient pas être accusés d'espionnage. Nous allons maintenant pénétrer dans le cœur proprement dit de l'abri. Le sous-sol où nous nous trouvons actuellement était une zone qui pouvait éventuellement être sacrifiée. Mais plus bas, nous allons découvrir le niveau où étaient censés se trouver Churchill et ses ministres. On y accède par 3 puits, chacun étant protégé par une lourde porte de métal à l'épreuve des bombes. On tournait le volant et d'épaisses barres métalliques venaient se loger dans les montants, bloquant les ondes de choc et empêchant les gaz toxiques de passer. Nous allons descendre. Vous avez ici le niveau du plancher. Entre ce niveau et le sous-sol inférieur, vous avez une épaisseur d'1,50 m de béton armé qui vient renforcer la protection de l'étage du bas en cas d'explosion. Ce bunker était destiné à servir dans les pires conditions et devait donc permettre à ses occupants de bénéficier d'une totale autonomie. Au cas où il aurait été coupé du monde extérieur par une attaque aérienne, il disposait de ses propres citernes d'eau. Un générateur fournissait l'électricité nécessaire à l'éclairage, aux téléscripteurs, aux appareils de radio ou encore aux dispositifs de filtrage de l'air ambiant. Paddock ne disposait pas d'installation de chauffage. Ses concepteurs estimaient que 200 personnes entassées dans cet espace confiné produiraient assez de chaleur pour maintenir la température à un niveau supportable. L'humidité et l'odeur devaient l'être beaucoup moins. Paddock n'était pas un château, mais il avait un rôle vital à jouer. Lorsque la guerre éclata en 1939, Londres était persuadée qu'elle allait devoir affronter les bombes allemandes. Dès l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, une sirène d'alerte anti-aérienne s'est déclenchée à Londres. En fait, c'était une fausse alerte, mais elle a suscité une véritable terreur dans la population. Les gens se sont rués sur leurs masques à gaz, on a commencé à évacuer la population, les Londoniens sont descendus en nombre dans les abris. Les bombardiers n'arrivèrent pas tout de suite, mais la peur de l'invasion persista. En cas d'évacuation du centre de Londres, Paddock devait être au cœur de la résistance du Royaume-Uni contre les nazis. Nous entrons maintenant dans la salle des cartes, le véritable centre névralgique des activités militaires du bunker. C'est ici que devait être livrée la guerre en Grande-Bretagne. Tous les murs devaient être couverts de cartes.
Elles étaient illuminées par ces supports d'éclairage fluorescent, tournés vers les murs. Nous avons ici 3 bureaux, probablement un par arme, la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. Cette salle était appelée à jouer un rôle crucial. C'est ici que devait peut-être se jouer l'issue de la guerre. Finalement, l'ordre d'évacuer Londres ne fut jamais donné et Paddock n'eut pas à remplir sa mission. Churchill a présidé un seul et unique conseil des ministres à Paddock, mais l'endroit était loin de tout et les membres du gouvernement se sont perdus en route. Il a finalement décrété que ce site était une aberration, totalement inutile et impropre à accueillir le gouvernement de Sa Majesté. Bien qu'il n'ait finalement jamais rempli la mission qui lui était destinée, Paddock ne fut pas construit en vain. Il servit de prototype à toute une série d'autres abris réalisés par la suite pour Churchill et son gouvernement. Les armées d'Hitler triomphaient dans toute l'Europe occidentale. Il était inévitable que tôt ou tard, les bombardiers allemands déferlent sur Londres. Et le sort de la Grande-Bretagne allait bientôt se jouer dans l'un de ces abris. Dissimulé quelque part sous une base de l'armée de l'air, à Londres, se cache un autre bunker relevant du secret d'État. Il y a une soixantaine d'années, c'était le cœur des opérations de défense anti-aérienne britanniques. Il avait été conçu pour faire face à la plus grave menace pesant sur le Royaume-Uni depuis plus de 1000 ans. Dès l'été 1940, les armées d'Hitler avaient conquis les Pays-Bas et la Belgique. Elles occupaient Paris et tout le nord de la France. Le Führer regardait maintenant vers la Grande-Bretagne, de l'autre côté de la Manche. La Grande-Bretagne était vraiment en danger pendant l'été 1940. Les Allemands menaçaient de nous bombarder pour obtenir notre capitulation. Ils massaient leurs troupes sur le continent. Ils préparaient des barges de débarquement. Hitler avait préparé une opération qu'il avait baptisée « Opération Lion de mer » et qui était prévue le 15 septembre 1940. Les Britanniques prenaient la menace d'invasion très au sérieux. Hitler contrôlait maintenant des pistes d'atterrissage françaises situées à une trentaine de kilomètres des côtes anglaises. Ces bombardiers et ces chasseurs pouvaient atteindre Londres, où la population et les responsables du gouvernement, désormais en première ligne, étaient engagés dans une véritable course aux abris. Ils projetaient d'anéantir l'aviation britannique, ouvrant ainsi la voie à une invasion du pays. Le commandement des chasseurs de la RAF était une cible prioritaire des Allemands. Pour échapper aux bombes de la Luftwaffe, ils devaient se cacher sous terre. Ces 2 bombes allemandes datent de la Seconde Guerre mondiale. Elles pèsent 1 tonne chacune. Il s'agit de bombes dites conventionnelles. Environ 80% de leur poids total est constitué d'explosifs. Les bombes classiques explosaient à l'impact, occasionnant des dégâts majeurs au-dessus du sol. Les abris souterrains constituaient donc un refuge efficace face à ce type d'armement. Mais devant un autre type de munitions, ils étaient en revanche très vulnérables. Nous avons ici une bombe à pénétration qui est conçue pour atteindre les abris enterrés et les structures les plus robustes. Elle est munie d'un système d'attache par tourillon qui permet de l'embarquer sur un bombardier dit en piqué pour une plus grande précision de tir. Cette arme est constituée à 80% d'acier et à 20% d'explosifs. Malgré sa charge relativement faible en explosifs, cette bombe à pénétration pouvait, grâce à son profil fuselé et à sa simple masse, percer le métal, la brique ou le béton avant d'exploser, une fois parvenue à une certaine profondeur. C'était la première bombe de type Bunker Buster. La seule parade face à ces munitions pénétrantes était d'aménager des abris toujours plus profonds. Churchill éprouvait une véritable excitation face à la guerre. Et la guerre, pendant l'été 1940, c'était essentiellement la bataille d'Angleterre, une offensive aérienne massive contre la Grande-Bretagne, caractérisée par des vagues successives de bombardements s'approchant de plus en plus de Londres. Churchill aimait se rendre sur le front. Or, le front, pendant la bataille d'Angleterre, passait par le quartier général souterrain situé à Uxbridge.